Il aurait dit « J'ai passé mon enfance à me demander pourquoi ma mère me détestait. J'ai passé ma vie à chercher pourquoi les êtres humains ont besoin d'être aimés. » Il a décodé les besoins humains comme personne. Une pyramide qui explique pourquoi vous avez faim de sécurité, d'amour, de reconnaissance et surtout de devenir pleinement vous-même. Il est à l'origine du coaching moderne, de la pensée positive et de cette conviction que l'humain est bon et capable de s'élever quand ses besoins profonds sont enfin vus et comblés. Ce podcast plonge dans l'âme de Maslow. Ses besoins qui deviennent votre lumière, ses visions qui transcendent le quotidien. Alors préparez-vous, parce qu'une fois que vous entendrez sa voix, vos propres besoins pourraient bien devenir une quête éternelle. Qui est Abraham Maslow ? Le génie qui a décodé vos besoins avant même que vous ne les compreniez. Un podcast du site lepouvoirdelarésilience.com, le site qui vous aide à vous reconnecter à votre vraie nature et guérir votre âme. Brooklyn, 1908. Dans une petite chambre sombre d'un immeuble de la 5e avenue, un garçon naît. Son père, Samuel Maslow, un tonnelier immigré, est souvent absent, parti travailler, parti boire, parti fuir les responsabilités. Sa mère, Rose Chilonsky, est une femme froide, humiliante, qui voit ses 7 enfants comme des fardeaux. Elle le frappe, elle l'insulte, elle lui répète qu'il est laid, inutile, indésirable. Elle le prive d'affection comme on prive un chien de nourriture. Abraham Maslow grandit en se sentant inférieur, repoussant, invisible. Il se cache dans les bibliothèques publiques, dans les coins sombres des rues, dans les livres. Il lit pour survivre. Il lit pour exister. Il est l'aîné. Il doit protéger ses frères et ses sœurs de la rage maternelle. Très tôt, il apprend que l'amour n'est pas donné. Il doit être mérité, gagné, arraché. Il apprend que la sécurité n'est pas un droit, elle est une conquête. Il apprend que l'estime de soi n'est pas innée. Elle est construite, pierre par pierre, sur les ruines de l'humiliation. On lui attribue cette formule « J'ai passé mon enfance à me demander pourquoi ma mère me détestait. J'ai passé ma vie à chercher pourquoi les êtres humains ont besoin d'être aimés. » 1920, Maslow entre à l'université. Il étudie la psychologie à une époque où le behaviorisme règne en maître. Watson, le père du behaviorisme, affirme que l'homme n'est qu'une machine à stimuler réponse. Pas de conscience, pas d'intériorité, pas d'âme. Tout se réduit à des réflexes conditionnés. Maslow suit les cours, apprend les expériences de Pavlov, les boîtes de Skinner. Il voit des rats courir dans des labyrinthes pour une récompense. Il sent que quelque chose manque. Il sent que l'homme n'est pas un rat. Il sent que l'âme humaine veut plus que des récompenses alimentaires. Il découvre aussi la psychanalyse. Il lit Freud, l'inconscient, les pulsions sexuelles, le complexe d'Oedipe. Il lit Adler, le complexe d'infériorité, la quête de supériorité. Il est fasciné, il est troublé. Il voit que Freud et Adler parlent de l'intériorité, mais il reste prisonnier d'une vision sombre. L'homme est malade, névrosé, prisonnier de son passé. Maslow se dit « Et si l'homme n'était pas seulement malade ? Et s'il était aussi capable de grandeur ? Et s'il y avait un potentiel sain, créateur, transcendant ?» En cela, il sera probablement influencé par la lecture de Carl Jung. En 1928, il épouse Bertha Goodman, une femme douce, stable, qui devient son ancre. Il obtient son doctorat en 1934 à Wisconsin, sous la direction de Harry Harlow. Il étudie les singes, leur comportement, leurs besoins. Il observe qu'un singe affamé choisit parfois la curiosité plutôt que la nourriture. Il note « Il y a en nous un besoin de savoir, de comprendre qui dépasse la survie. » C'est la première étincelle de sa pyramide. L'homme n'est pas seulement poussé par la faim et la peur, il est aussi poussé par le besoin de faire sens. Il sent que la psychologie manque d'âme et la hiérarchie se met en place. 1943. La guerre fait rage en Europe et dans le Pacifique. Les usines tournent jour et nuit. Les familles attendent des lettres qui ne viennent pas toujours. Et dans un bureau modeste du Brooklyn College, Abraham Maslow, 35 ans, pose sa plume sur un article qui va transformer
la façon dont l'humanité se perçoit elle-même. Il l'intitule « A Theory of Human Motivation ». Ce n'est pas un simple article, c'est une révolution silencieuse. C'est la naissance officielle de la hiérarchie des besoins. Une pyramide, même si Maslow ne la dessine pas encore ainsi, qui, en quelques pages, brise les chaînes du behaviorisme et redonne à l'être humain sa profondeur, sa dignité, son âme. Maslow commence par le bas, le niveau le plus brut, le plus animal, les besoins physiologiques. Air, eau, nourriture, sommeil, sexe, chaleur, élimination. Sans eux, rien n'existe vraiment. Il pourrait dire « l'homme qui meurt de faim ne rêve que de pain ». C'est le socle absolu. Tout le reste de la pyramide ne peut émerger que si ce fondement est assuré. Au-dessus, il y a les besoins de sécurité. Sécurité physique, un toit, l'absence de violence, la paix. Sécurité économique, un emploi stable, des économies, une retraite. Sécurité affective, des liens familiaux solides, des lois prévisibles. Maslow observe, l'enfant qui grandit dans la peur portera cette angoisse toute sa vie. L'adulte privé de sécurité vit dans une tension permanente. Il regarde autour de lui, les réfugiés de la guerre, les chômeurs de la Grande Dépression. Quand la sécurité s'effondre, l'être humain se replie, se rétrécit. Puis viennent les besoins d'appartenance et d'amour. Amitié, intimité, famille, sentiment d'appartenance à un groupe, sentir qu'on est accepté, aimé, qu'on compte pour quelqu'un. Maslow insiste. L'amour n'est pas un luxe, c'est un besoin aussi fondamental que la nourriture. Sans amour, l'être humain dépérit comme une plante privée d'eau. Il cite les études sur les orphelins, les bébés nourris mais non câlinés dépérissent et meurent. Il évoque les soldats, ceux qui résistent le mieux aux horreurs du combat, sont ceux qui se sentent profondément liés à leurs camarades. Au niveau suivant, les besoins d'estime. Estime de soi, confiance en ses capacités, respect des autres, statut, reconnaissance. Maslow distingue deux formes. L'estime qui vient du regard des autres, la réputation, le prestige, et celle qui naît de l'intérieur, la compétence, l'autonomie, la dignité. Selon Abraham Maslow, celui qui manque d'estime de soi se sent inférieur, faible, indigne. Il tente souvent de compenser par le pouvoir, la domination ou la vanité. Mais l'estime authentique naît de l'accomplissement réel. Et enfin, au sommet, le besoin le plus élevé, le plus spécifiquement humain, la self-actualization, l'auto-actualisation. Devenir ce que l'on est vraiment capable de devenir, réaliser pleinement son potentiel, vivre avec authenticité, créer, aimer sans possessivité, être pleinement présent. Maslow pourrait dire ce qu'un homme peut être, il doit l'être. C'est ce qu'on appelle l'auto-actualisation. Il étudie des figures qu'il admire, Einstein, Eleanor Roosevelt, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Walt Whitman. Il en dégage les traits communs, acceptation lucide de la réalité, spontanéité, créativité, autonomie, sens de l'humour, capacité à vivre des expériences piques, ces moments rares de transcendance où l'ego s'efface et où l'on se sent uni au cosmos. Il précise, l'auto-actualisation n'est pas un état fixe, c'est un processus continu, devenir de plus en plus ce que l'on est vraiment. Maslow ne se contente pas de décrire, il critique. Il attaque le behaviorisme qui domine l'Amérique depuis 20 ans. Le behaviorisme voit l'homme comme un rat dans un labyrinthe. Il ignore la conscience, la volonté, le sens. Il ignore que l'homme veut plus que survivre. Il veut devenir. Il défie aussi Freud. Freud a vu l'homme malade. Moi, je vois l'homme sain. La psychologie doit étudier les gens qui fonctionnent au mieux, pas seulement ceux qui dysfonctionnent. Mais cette vision optimiste de l'humain porte aussi son ombre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Maslow est profondément ébranlé par les horreurs. Les camps de concentration, les bombardements, les génocides. Il se pose une question lancinante. Comment des êtres humains peuvent-ils en arriver là ? Et la réception, eh bien, elle est discrète, très discrète. L'article ne fait pas sensation immédiate. En pleine guerre, la psychologie américaine, comme nous l'avons vu,
est encore largement dominée par le behaviorisme et par la psychanalyse freudienne importée d'Europe. Maslow propose quelque chose de radicalement différent. Une vision positive, hiérarchisée, où l'humain n'est pas seulement un animal conditionné ou un névrosé refoulé, mais un être capable de croissance, d'aspiration à plus haut que la survie. Ça passe presque inaperçu dans le bruit de l'époque. Pas de critique assassine dès la sortie, pas non plus d'ovation enthousiaste. Quelques collègues le lisent, le citent timidement dans des séminaires. Maslow, lui-même, dans ses journaux intimes des années suivantes, note qu'il se sent isolé, en avance sur son temps. L'impact réel commence à se faire sentir plus tard. Dans les années 50, quand il développe ses idées dans Motivation and Personality, et surtout dans les années 60, avec l'essor de la psychologie humaniste, la troisième force qu'il aide à lancer avec Rogers, May et les autres. Cependant, Maslow sent progressivement que sa théorie reste incomplète. Et ce n'est que beaucoup plus tard, vers la fin des années 60, qu'il introduit explicitement un niveau supérieur, la transcendance. Au-delà de l'auto-actualisation personnelle, il y a le dépassement du soi, l'union altruiste avec les autres, avec l'humanité, la nature ou le cosmos, la quête de causes plus grandes que l'ego individuel. Il commence alors à explorer les valeurs d'être, being values ou be values, vérité, beauté, bonté, justice, unité, perfection. Ces valeurs motivent les personnes les plus évoluées lors des expériences piques ou dans leur engagement transcendant. Mais Maslow observe aussi la régression humaine. Quand les besoins de base physiologiques, sécurité sont gravement frustrés, comme pendant une guerre, une famine ou une crise majeure, l'individu et parfois la société tout entière régressent vers des motivations primitives, agressives ou destructrices. Même les personnes auto-actualisées peuvent temporairement retomber sous un stress extrême. La guerre illustre ainsi ce qu'il décrit comme un blocage ou une frustration massive de la hiérarchie. Les gens restent coincés au niveau inférieur, incapables d'accéder au potentiel supérieur. Et il aurait pu dire « La guerre est une maladie de la pyramide bloquée ». 1950. Abraham Maslow, 42 ans, est nommé chef du département de psychologie. Pour la première fois, il a une tribune, un budget, une liberté. Il regarde autour de lui. Le behaviorisme domine encore les laboratoires. Les rats courent dans leurs boîtes. Les étudiants apprennent que l'homme est une machine à conditionnement. Freud hante encore les couloirs. L'homme est malade, névrosé, prisonnier de son passé. Maslow secoue la tête. Il sent que la psychologie a perdu son âme. Il sent qu'il est temps de la lui rendre. Abraham Maslow appelle ça la troisième force. La première force, c'était la psychanalyse freudienne, l'homme malade. La deuxième force, c'était le behaviorisme, l'homme-machine. La troisième force, ce sera la psychologie humaniste, l'homme en devenir, l'homme sain, l'homme capable de grandeur. Et c'est là qu'il rencontre Carl Rogers. Rogers, professeur à l'Université de Chicago, a déjà publié ses idées sur la thérapie centrée sur la personne. Accepter le client sans jugement, offrir une empathie totale, une congruence absolue, une considération positive inconditionnelle. Rogers croit que l'être humain possède en lui une tendance actualisante, une force innée vers la croissance, vers la santé, vers l'épanouissement. Maslow lit Rogers, c'est comme si quelqu'un venait enfin de parler sa langue. Abraham Maslow écrit à Rogers « Vous avez mis des mots sur ce que je sentais depuis toujours. L'homme n'est pas seulement malade, il veut devenir. Ils se rencontrent, échangent des lettres, participent aux mêmes conférences. Dans les années 50, ils fondent ensemble, avec d'autres, l'American Association for Humanistic Psychology, l'association qui va porter la troisième force. Maslow et Rogers partagent une vision. La thérapie ne doit pas seulement guérir les pathologies, elle doit aider la personne à devenir pleinement elle-même. Rogers développe la thérapie centrée sur la personne. Le thérapeute n'interprète pas, n'enseigne pas, n'impose pas. Il offre un climat de sécurité totale. L'empathie, la congruence, la considération positive inconditionnelle. Dans ce climat, le client peut enfin écouter sa propre voix intérieure, sa tendance actualisante. Maslow applaudit.
Rogers a prouvé que l'homme sain existe. Il a prouvé que quand on enlève les obstacles, l'âme grandit d'elle-même. Mais Maslow va plus loin. Il voit la self-actualization comme une quête spirituelle. Il dit « La self-actualization n'est pas un état, c'est un processus. C'est devenir de plus en plus ce que l'on est vraiment capable de devenir. » Il est profondément influencé par Kurt Goldstein, le neurologue qui a inventé le concept d'actualisation. Selon lui, l'organisme tend naturellement vers la réalisation de son potentiel. Maslow reprend cette idée et la porte au niveau humain. L'homme n'est pas seulement un organisme qui survit. Il est un être qui veut se réaliser pleinement une fois ses besoins primaires satisfaits. Mais il lit aussi la philosophie orientale, les Upanishads, le taoïsme, le bouddhisme zen. Il y trouve l'idée que l'ego est une illusion, que le vrai soi est au-delà des besoins, dans l'unité. Il écrit dans ses journaux « L'Orient a compris depuis des millénaires que l'homme peut transcender son ego. L'Occident commence seulement à le redécouvrir. » La psychologie humaniste est née. En 1954, Maslow publie Motivation and Personality, le livre qui expose pleinement sa hiérarchie, mais aussi sa vision de l'homme comme un être en devenir. Pour lui, la psychologie doit étudier les personnes qui fonctionnent au mieux, pas seulement celles qui dysfonctionnent. La psychologie doit devenir une science de la santé mentale, pas seulement une science de la maladie. Ce livre n'est pas seulement un livre, c'est un appel, un cri vers les sommets de l'être humain. C'est là qu'il révèle les expériences de pic, ces moments où l'ego s'efface, où l'homme touche le divin, où l'homme transcende sa propre nature. La théorie des expériences de pic naît d'une observation profonde. On l'a vu, Maslow a passé des années à étudier les personnes self-actualisées. Einstein, Roosevelt, Gandhi. Il remarque qu'ils ont tous des moments extraordinaires, des expériences de pic, des instants de transcendance où le monde ordinaire devient sacré. Il écrit « Les expériences de pic sont des moments de pur bonheur, d'unité, de perte de l'ego, où l'on se sent connecté à tout. » C'est une psychologie transpersonnelle. Ces expériences vont au-delà du personnel, au-delà de l'ego, vers une union avec le divin. Maslow les décrit avec précision. Une perte du sens du temps, une dissolution de l'ego, une perception accrue, un sentiment d'unité, une joie ineffable. C'est une quête spirituelle laïque, pas de religion organisée, pas de dogme, mais une expérience directe du sacré. Maslow influence la naissance de la psychologie transpersonnelle avec Stanislav Grof, Ken Wilber, qui voit l'homme comme un être spirituel en évolution, capable de transcender son ego pour toucher l'infini. Ces idées sur la transcendance, l'unité, le potentiel humain deviennent les piliers du mouvement des années 1960-1970. Les hippies lisent Maslow, les coachs l'enseignent, les thérapeutes l'utilisent pour guider les patients vers des moments de plénitude. Il dit « La self-actualization n'est pas le sommet. Au-delà, il y a la transcendance, l'union avec quelque chose de plus grand que soi. » 1962, Brandeis University, Massachusetts. Abraham Maslow, 54 ans, est assis dans son bureau. La guerre froide pèse sur le monde. Les étudiants manifestent. Les familles craignent la bombe. Et lui, il écrit un livre qui va ouvrir une porte que la psychologie n'avait jamais osé franchir. Vers une psychologie de l'être, Toward a Psychology of Being. Ce n'est pas un livre. C'est une prière laïque, un appel à regarder au-delà de la survie, au-delà même de la self-actualization. C'est là qu'il ouvre la porte à la transcendance. Maslow sent que la pyramide qu'il a décrite en 1943 est incomplète. La self-actualization est un sommet, mais il y a quelque chose au-dessus. Il l'appelle les besoins métamotivés ou besoins d'être. Beauté, vérité, justice, ordre, unité, simplicité, richesse. Il dit, une fois que les besoins de base sont satisfaits et que la self-actualization commence, l'homme ne s'arrête pas. Il cherche à transcender son ego. Il cherche à se perdre dans quelque chose de plus grand que lui. Et il décrit ses besoins comme des valeurs ultimes. La beauté, pas seulement esthétique, mais une perception du sacré dans le monde. La vérité, une quête de connaissance pure, sans ego. La justice,
un sens moral qui dépasse l'intérêt personnel. L'unité, le sentiment d'être connecté à tout ce qui existe. La transcendance est la fin de la séparation. C'est l'union avec le cosmos, avec les autres et avec le divin. Pour lui, ces expériences ne sont pas réservées aux mystiques ou aux religieux. Elles sont naturelles, elles sont humaines. Elles sont le sommet de la pyramide, ou plutôt ce qui se trouve au-delà du sommet. Les lumières de ces dernières années sont immenses. Maslow influence la psychologie positive. Tous ceux qui parlent de flow, de sens, de bien-être marchent dans ses pas. Il influence le mouvement humaniste, la thérapie centrée sur la personne de Rogers, la Gestalt de Pearls, la logothérapie de Frankl. Tous boivent à sa source. Il influence le New Age et la spiritualité moderne. Ses idées sur la transcendance, l'unité, les expériences de pic deviennent des piliers des retraites, des cercles de méditation, des livres de développement personnel. Il pose les bases d'une psychologie qui intègre le spirituel sans dogme. Pour lui, nous devons étudier les états supérieurs de conscience comme nous étudions les états pathologiques. La transcendance est aussi réelle que la névrose. Abraham Maslow s'éteint le 8 juin 1970 à 62 ans. Une crise cardiaque dans son bureau de Californie. Il n'a pas vu l'océan de citations, de formations, de livres, de transformations qu'il a déclenchés. Il n'a pas vu les entreprises qui parlent aujourd'hui de purpose et de bien-être. Il n'a pas vu les coachs qui guident des milliers de personnes vers leur sommet. Il n'a pas vu les thérapeutes qui osent dire à leurs patients « Vous n'êtes pas seulement vos blessures, vous êtes aussi votre potentiel ». Aujourd'hui, la pyramide est partout et en même temps nulle part. Elle a été critiquée, déformée, simplifiée, moquée. Mais elle est toujours là parce qu'elle touche une vérité que nous portons tous. Nous avons faim, pas seulement de pain, pas seulement d'argent, pas seulement de reconnaissance. Nous avons faim d'être pleinement vivants. Dans les années 70-80, la pyramide explose. Les managers d'entreprise la découvrent. Ils voient en elle un outil magique. Satisfaire les besoins physiologiques et de sécurité des employés. Salaire décent, conditions de travail sûres, stabilité contractuelle. Et puis, nourrir les besoins d'appartenance, esprit d'équipe, culture d'entreprise inclusive, d'estime, reconnaissance, promotion, titre. Et enfin, encourager la self-actualization, autonomie dans les projets, créativité encouragée, sens au travail. Des entreprises comme IBM, Google, Patagonia, Zappos intègrent la pyramide dans leur formation. Le management humaniste naît. On ne motive plus seulement par l'argent ou la peur, on motive par le sens, par la croissance, par la réalisation de soi. Des livres comme L'homme en quête de sens de Frankl, Le manager minute de Blanchard, Drive de Daniel Pink citent Maslow comme source. Dans l'éducation, la révolution est encore plus profonde. Les pédagogues humanistes s'en inspirent. Ils refusent l'école comme usine à conditionnement. Ils veulent une école qui nourrit l'estime de soi, l'autonomie, la créativité. Les pédagogies actives, les collèges alternatifs s'appuient sur Maslow. L'enfant ne doit pas seulement apprendre des faits, il doit se réaliser, il doit devenir lui-même. Dans les années 90, la psychologie positive naît. Martin Seligman cite Maslow comme père fondateur. Il dit « Maslow a été le premier à étudier les gens qui vont bien. Il a ouvert la voie à une science du bien-être. » Dans les années 90, Robert Dilts, maître de la PNL, reprend la pyramide et la fusionne avec les niveaux logiques de Batson. Il montre que la transformation ne se fait pas seulement au niveau des besoins, mais aussi au niveau des croyances, de l'identité et même de la spiritualité. C'est une des façons dont Maslow continue de vivre dans les salles de coaching et les entreprises du XXIe siècle. Dilts crée un modèle en 6 niveaux. Environnement, comportement, capacité, croyances, valeurs, identité, spiritualité, vision. Il dit « Maslow nous a montré que l'homme monte vers la réalisation de soi. Nous ajoutons « il monte aussi vers la réalisation de sa vision et de son lien avec le plus grand que soi. » Ce modèle devient un outil incontournable en coaching, en thérapie brève et en management. Changer un comportement ne suffit pas. Il faut changer les croyances, l'identité et parfois toucher la dimension spirituelle. Abraham Maslow ne vous demande pas d'arriver au sommet demain.
Il vous demande seulement de regarder vers le haut, de vous souvenir que la faim que vous ressentez n'est pas une faiblesse. C'est une preuve, la preuve que vous êtes vivant, la preuve que vous êtes plus qu'un rat en cage, la preuve que vous êtes en quête de transcendance. Alors, décodez vos besoins une seule fois, avec honnêteté, avec courage, et votre âme ne sera plus jamais la même.